On peut démarrer, on peut y aller. Pierre-Marie, du coup. Ok, merci Stéphane, merci à tous d'être là pour une deuxième réunion de notre association sur lecture critique d'articles. C'est comme ça qu'on appelle la chose à la fac de médecine. Vous voyez mon écran, c'est la question traditionnelle? Là, c'est Ah, parfait, là. c'est bien. Ouais. Ok, très bien. Donc là, vous avez la page de garde de l'article sorti dans une revue américaine de neurologie en 2021, qui est donc la traduction en français, ça fait la sécurité et l'efficacité de l'OMEV dans la taxi de Friedrich. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une description de texte, comme ce qu'on appelle à la fac de médecine, lecture critique. Euh, la fois dernière, parce que je crois que c'est un préambule qu'il faut bien avoir en tête, les 5 points. La médecine n'est pas une science exacte. L'évaluation thérapeutique passe donc par des comparaisons pour affirmer les relations statistiques. Une relation statistique n'a pas une valeur de preuve d'un lien de cause à effet. La valeur d'une relation statistique, ça repose sur la comparabilité de deux groupes qui sont identifiés, qui sont donc recrutés pour l'étude. Et le nombre de patients nécessaires, ça c'est vraiment important aussi, est relatif à l'efficacité attendue. D'ailleurs, en théorie, le nombre de sujets nécessaires se détermine sur les données préalables à l'étude. N'hésitez pas à poser des questions, même les plus simples, hein, c'est souvent les plus simples, les plus pertinentes, parce que bon, moi comme d'autres, on n'aime pas trop causer tout seul. Alors, en introduction, il faut rappeler que la maladie est caractérisée du fait de la carence en frataxine par plusieurs points qui sont la première ligne en haut de cette diapositive. Donc, une diminution des protéines fer-soufre qui interviennent dans beaucoup de métabolismes cellulaires et nucléaires. Et de fait, dans le fonctionnement mitochondrial, on observe une diminution de la production d'énergie, hein, qu'on appelle ATP en biochimie, mais aussi une diminution de NRF2, dont on va reparler puisque c'est la cible de l'OMEV, ce nouveau médicament maintenant disponible. Et en fait, la diminution de ce facteur NRF2 s'accompagne aussi d'une diminution de la translocation en noyau, parce que c'est le schéma de droite qui montre qu'en fait, il est dans le cytoplasme. Et quand survient les ROS, donc les Reactive Oxygen Species en anglais, eh bien, ce facteur NRF2 passe dans le noyau, comme le montre le schéma de droite. Et ce, cette protéine est un facteur de transcription, en fait, qui tient sous sa coupe, si je puis dire, un grand nombre d'autres gènes qui viennent protéger la cellule des radicaux libres, qu'on appelle en anglais Reactive Oxygen Species. Et donc, en fait, dans la carence en frataxine, ce qui est observé, en fait, cette croix qui apparaît, c'est la défaut de translocation du facteur protecteur dans le noyau, et donc il ne peut pas jouer son rôle de facteur de transcription de gène protecteur. Et en fait, c'est ROS qui perdure dans la cellule et dans les mitochondries, enfin, dans l'environnement des mitochondries, bien, en fait, sont toxiques pour ces mitochondries, donc globalement toxiques pour la cellule. Au point que potentiellement, ça peut générer, ça et d'autres événements cellulaires, ça peut générer de la mort cellulaire. Alors, les études préalables concernant cette cible pharmacologique avaient montré que quand on arrive à la stimuler ou la faire transloquer dans le noyau, eh bien, on restaure pour partie la fonction mitochondriale. Alors, ça a été montré dans des cellules de patients atteints de l'ataxie de Friedreich, et également dans des neurones de souris modifiés pour exprimer la maladie l'ataxie de Friedreich. Et puis, en fait, ce travail qu'on va voir, qui est un travail comparatif contre placebo en double aveugle,
eh bien, était précédée d'une première étude qu'on appelait MOXIE en 2019, où la molécule avait été prescrite durant 12 semaines, et c'était une phase 2 visant à déterminer la dose, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que parfois elle est déterminée bien après, mais la dose a priori optimale à utiliser en termes d'efficacité et de moindre toxicité pour le travail d'après, donc chez les patients. Donc l'étude MOXIE, c'est un essai international multicentrique. Alors c'est très américain, hein, très nord-américain, pardon, même si c'est international, effectivement. C'est multicentrique. Euh, alors l'avantage de l'international et multicentrique, c'est que ça efface le poids, en théorie, hein, de l'organisation des soins. Et bien entendu, ça veut dire que dans un système de soins qui serait moins qualitatif que le système français ou que le système américain, on aurait les mêmes résultats. Enfin, comme globalement, ça a été fait, ces essais sont faits en Amérique du Nord et en pays anglo-saxons et en Europe occidentale, c'est des niveaux de soins qui sont équivalents. Alors, c'est en double aveugle, ça veut dire qu'on comprend bien que ni le patient ni le médecin qui s'occupent du patient sont informés de ce que prend réellement le patient. Est-ce que c'est le placebo? Est-ce que c'est la molécule étudiée? Et puis, et puis, particularité de ce travail, comme le précédent a montré qu'il pouvait y avoir peut-être des différences d'impact de la molécule en fonction de certaines caractéristiques des patients, notamment de ceux qui avaient des pieds creux ou pas. Eh bien, il y a une stratification sur cet aspect, sur cette donnée clinique de pied creux ou pas, avec une limitation à 20% par groupe. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des patients ayant atteint l'âge adulte, en fait, hein, entre 16 et 40 ans, donc bien entendu avec une forme de maladie génétiquement confirmée. Et les patients avaient un score dit mFARS, on va y revenir un petit peu après, mesurant entre 20 et 80. Donc vous savez que quand on est proche de zéro, tout va bien, et quand on est proche de 99, tout va mal. Et puis, associé à cette mesure fonctionnelle neurologique, en fait, qui est l'échelle mFARS, eh bien, il y avait un test d'effort maximal sur bicyclette. Étaient exclus les patients qui avaient un diabète non contrôlé ou une maladie cardiaque cliniquement significative. Alors, c'est vraiment traduit comme ça, hein. Enfin, ça se traduit comme ça, le texte de l'étude, bien qu'on ne sache pas très directement dans le texte qu'est-ce qu'on appelle une maladie cardiaque cliniquement significative. Bien entendu, quand il y avait une infection évolutive ou d'autres anomalies de laboratoire, ça en faisait critère d'exclusion. Et toute autre maladie qui pourrait être associée, gênante, et bien entendu, est un critère d'exclusion. Alors, le critère de jugement, c'est qu'est-ce qui va nous amener à dire que le traitement, ou placebo, est efficace. Et donc, le critère de jugement principal, donc, il peut y avoir plusieurs critères de jugement, c'est la comparaison du score mFARS entre juste avant, bien entendu, le démarrage du protocole et à la 48e semaine, donc globalement à la fin de la première année. Et puis, il y a des critères de jugement secondaires qui, bien entendu, sont évalués dans la même période de temps, entre le J1 et le S48. Alors, j'ai mis que les abréviations pour deux raisons. D'une part, parce que c'est plus facile sur la diapositive, d'autre part, parce que je suis incapable de retenir ce que ça veut dire. Et tertio, je ne suis pas versé sur ces différents scores, qui sont des scores assez secondaires et qui sont globalement à l'appréciation des uns et des autres, mais qu'on voit plus depuis que mFARS et l'échelle SARA sont plus largement utilisés dans les essais ou dans les cohortes, dans les suivis de cohortes. Bon, néanmoins, ils apparaissent et vous allez voir le tableau qui résume ces données-là. De manière plus ponctuelle et peut-être plus précise, j'ai envie de dire, dans les autres critères de jugement, vous allez voir dans les tableaux, il y avait la fréquence des chutes, hein, les jambes qui se dérobent, et puis, comme je l'ai dit, la capacité d'effort maximale par une épreuve sur un vélo statique.
Sur le plan de la sécurité de la molécule, étaient bien entendu étudiés les paramètres vitaux, hein, ou tension artérielle, l'électrocardiogramme, la fréquence et la gravité des effets indésirables à chaque visite, sachant pardon, que donc, chaque visite est indiquée dans le schéma qui est en dessous. Il y a un... Alors, je termine sur la sécurité. Il y a l'échographie du cœur qui a été réalisée lors de la sélection des patients à la semaine 24 et à la semaine 48. Donc, sous le schéma en dessous, vous avez le rythme des surveillances cliniques et paracliniques. Alors, quand on dit paraclinique, c'est la biologie, l'électrocardiogramme et l'échographie, par exemple, tout ce qui accompagne l'examen clinique. Et vous avez sur ce schéma également comment s'est fait le recrutement des patients et combien, au bout du compte, ont été réellement analysés. Et donc, vous voyez que dans ce travail, on voit qu'au bout du compte, 52 patients vont recevoir le placebo et que 51 patients vont recevoir l'OMEV, qui est le nouveau traitement en évaluation, et que si le critère principal de jugement est évalué à S48 comparativement à J1, il y a aussi un suivi post-traitement de 4 semaines. Alors, je vous ai mis là, Il y a une question de Fabrice, parce que là, tu parles de l'échelle mFARS. Après, il y a aussi l'échelle SARA. Est-ce que tu peux donner des ouais, indications sur le... Est-ce qu'il y a une correspondance entre les deux? Parce qu'on disait 20-80 là sur mFARS, les critères de recrutement. Sur l'échelle SARA, est-ce que ça correspond à quoi? les échelles sont très différentes en fait. Il y a un nombre vous voyez, on va de 0 à 99 dans une farce. Je vous ai mis là, et je ne l'ai pas mis par hasard parce que c'est repris après dans le travail, la part de l'échelle qui évalue le fait de se tenir debout ou pas. Donc, on ne va pas tout lire, mais ce que je voulais vous illustrer dans cette diapositive qui est centrée sur l'aspect le patient tient debout ou pas, il y a 0 point quand la station debout est strictement normale, 1 point quand il y a des oscillations qui sont mineures de la tête et du tronc, 2 quand il y a des oscillations qui sont modérées. Enfin, vous voyez, il y a une gradation qui est clinique avec peut-être et c'est juste, je vous montre ça parce qu'il faut bien réaliser comme la difficulté de l'examen clinique au quotidien. On peut comprendre qu'on peut hésiter, même si on filme les patients, hein, ce qui était a priori pas fait dans ce travail, entre un niveau 2 avec des oscillations modérées et un niveau 3 avec des oscillations sévères. Alors, bien entendu, il y a, avec l'expérience, on est amené à mieux classer les patients. Néanmoins, voilà, il peut y avoir entre un 2 et un 3 points, des fois des hésitations. Je ne doute pas qu'il y ait des hésitations. Alors, l'avantage de l'échelle Serra, c'est qu'elle est en nombre en fait, de manœuvres quantifiées beaucoup plus restreintes. Et de ce fait, la part de complexité diminue et l'attribution des points, je pèse mes mots, hein, ça mériterait d'être vérifié, mais il paraît plus mince. Plus elle est dans le détail, plus il y a une probabilité d'avoir en fait une erreur de mesure dans le détail. Par contre, il y a une corrélation qui a été montrée précédemment, assez claire, statistiquement forte, entre la MFARS et puis SARA, pour répondre à la question posée. Que je ne vois pas, je suis désolé, parce que moi, je vois que mon écran de- D'ailleurs, on va revenir aux mesures de corps clinique neurologique, parce que bien entendu, il est au centre de tous les débats, au centre de toutes les questions qu'on peut se poser ultérieurement à ce travail. Alors, vous avez là ce qu'on appelle le flowchart en anglais, qui est la représentation graphique du déroulement de l'étude dans le temps, où quand on sait qu'on doit recruter 100 patients, bien souvent on en recrute 20 ou 30 ou 40% de plus.
parce qu'un certain nombre de patients vont pas vouloir participer finalement, vont avoir des critères d'exclusion finalement dans le bilan biologique, etc. Et donc, c'est ce que décrit le flowchart. Alors, l'intérêt du flowchart, c'est de regarder si, au bout du compte, il n'y a pas trop d'exclus, parce que ça voudrait dire, mais il faudrait après dans le détail, hein, mais s'il y avait beaucoup d'exclus, ça voudrait dire que les critères d'inclusion pour entrer dans l'étude sont très stringents, et donc peut-être que ça recruterait une population de patients ne reflétant pas la population générale des patients. On aurait un sous-groupe particulier. Il ne faut pas perdre de vue que dans les critères d'exclusion, par exemple, on n'a pas de patients avec une maladie cardiaque évoluée et on a globalement des patients qui marchent. Donc, l'autre information que vous voyez sur ce flowchart, c'est ceux qui vont être, entre guillemets, perdus de vue ou qui vont arrêter l'étude en cours d'étude. Donc, c'est dans le suivi, hein, c'est les deux rectangles du bas de cette diapositive. Donc, de chaque côté, d'un côté, vous avez placebo sur votre gauche, et à droite, vous avez l'OMEV. Et la flèche rouge, en fait, montre que si on inclut un certain nombre de patients, il peut y avoir des perdus de vue et il faut bien entendu savoir pourquoi il y a des perdus de vue ou pourquoi il y a des patients qui arrêtent l'étude avant son terme, c'est-à-dire avant 48 semaines. Et donc là, par exemple, si on regarde le dernier rectangle en bas à droite qui concerne les patients qui reçoivent le traitement par OMEV, eh bien, on s'aperçoit que sur l'ensemble des patients inclus, c'est-à-dire 51, eh bien, on en a 7 qui arrêtent le traitement en cours d'étude, 4 pour effet secondaire, et 3 parce que les gens ont voulu se retirer du travail. Peu importe la raison. Alors c'est vraiment important d'avoir ce genre d'informations, parce que bien entendu, parfois il y a trop de perdus de vue. On va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le cas ici. Et bien entendu, ça vient artefacter l'interprétation ou rendre difficile l'interprétation des résultats. Vous avez là, sur un premier bout de tableau, les caractéristiques des patients inclus. Donc, par ligne, c'est le sexe, l'âge, l'inclusion, la moyenne, la médiane, ceux qui ont moins de 18 ans. Hein, je cite réellement. Hein, dans l'anglo-saxonne, c'est un grand classique de parler de la race. Vous voyez, vous avez le connu de la maladie, que c'est essentiellement des sujets blancs. Vous avez le score moyen mFARS, donc vous voyez que si on prend les gens qui ont placebo, ils sont à 38,8 et ceux qui reçoivent l'OMEV sont à 40,9. Vous avez les, euh, les mêmes répartitions de ces données-là selon d'autres critères, dont ceux qui ont le pied creux, placebo versus OMEV. Mais peu importe, vraiment ce qui compte, c'est l'échelle initiale, donc les deux premières colonnes. Donc les deux derniers éléments sont les données qu'on peut avoir en termes d'efforts apportés par le patient, enfin faits par le patient. Euh, Chose importante, vous savez qu'il y a des facteurs associés à une évolution plus ou moins rapide, et notamment l'âge du démarrage de la maladie, qui est parfois un peu difficile à tracer précisément, mais globalement, dans les patients inclus, que ce soit le placebo ou l'OMEV, c'est 15 ans au démarrage de la maladie, 4,7 années. Et puis, élément biologique corrélé au bout du compte sur ces deux premiers points, enfin sur le premier point, pardon, c'est le nombre de répétitions de GAA sur le gène de la frataxine. Donc, dans le groupe placebo, c'est 693 répétitions GA en moyenne, et dans le groupe OMEF, c'est 739. Donc, globalement, c'est très proche. Euh, et a priori, enfin, je dis pas a priori, on l'avait lu un petit peu au sein du CA dans un autre travail précédent. Il y a une phase, enfin pas une phase, mais un groupe
plus à risque de mauvaise évolution quand les GAA sont globalement supérieurs à 650. Donc, et ça, c'est bien associé au fait que la moyenne d'âge au démarrage de la maladie dans ces deux groupes, c'est 15 ans. Donc, la plupart de ces patients, c'est en accord avec l'échelle mFARS, sont ambulatoires, donc marchent. Ils sont alors, il n'y a pas de différence significative, mais néanmoins, on voit que s'il y avait plus de gens inclus, il y aurait peut-être une différence en termes d'histoire d'une atteinte cardiaque, qu'on appelle une comorbidité cardiaque, ou une atteinte cardiaque liée à la FA. Bon, 29% dépassent les beaux et 48% dans le groupe OMEV. La scoliose, vous voyez qu'elle est également mise. Et puis le recours est dans le groupe OMEV, mais vu que c'est quand même des petits groupes, ça ne ressort pas statistiquement. Voilà, le principal résultat est là. Vous avez sur votre gauche l'évolution de la valeur de l'échelle mFARS dans le temps. Donc, depuis le démarrage du traitement, donc le temps qui passe est en abscisse. Et vous avez bien compris qu'en ordonnée, vous avez des variations de l'échelle mFARS. Alors, puisque 0, tout va bien, et que 99, tout va pas bien, on comprend bien que si le traitement est efficace, l'échelle moyenne, enfin la courbe doit baisser, ce qui est le cas. Donc, et à l'inverse, effectivement, si le placebo ne fait rien, ce qui est a priori attendu, eh bien, la courbe de ceux qui reçoivent le placebo est à la hausse. Et donc, c'est bien ce qu'on observe sur les 48 mois d'études dans ce travail. Alors, vous avez vu, vous voyez, je pense, qu'entre l'introduction du traitement du placebo, c'est-à-dire le J0, et puis S12, les deux courbes se suivent à la baisse. C'est quelque chose, donc une amélioration. On peut appeler ça sans doute l'effet placebo, pour ceux qui font le placebo, et c'est extrêmement usuel dans les travaux, dans les évaluations thérapeutiques qui ont pu être faites chez les patients atteints de FA. Même s'il y en a très peu, c'est quelque chose qui est régulièrement retrouvé. Alors ça implique que tous les travaux devraient être menés d'une manière ou d'une autre, je passe mes mots, d'une manière ou d'une autre contre le placebo. Et puis ça implique aussi de se donner le temps, sauf avoir un traitement entre guillemets qui marche du tonnerre. Euh, il faut avoir plusieurs semaines de prise de médicaments avant d'avoir un effet visible, mesurable. Sur le schéma de droite, vous avez un peu la même chose, sauf que les auteurs ont fait un focus sur les mesures de la partie de mFARS qui est relative à la station debout. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai montré comment ces éléments-là étaient comptés, évalués dans l'échelle mFARS. Donc là encore, on peut être satisfait de voir que les patients qui reçoivent l'OMEV, la ligne noire, eh bien, cette partie du score mFARS, qui est la stabilité debout, ben, est stable. Elle est persistante dans le temps à une valeur constante, alors que, eh bien, il y a une dégradation, donc une augmentation des mFARS pour ceux qui reçoivent le placebo. Je vous rappelle, hein, parce que votre ordonnée sur ces deux schémas, elle va de -3 à +2, et je vous rappelle que mFARS va de 0 à 99. Si vous avez des questions, je suis désolé, je ne peux pas voir s'il y a des questions, mais n'hésitez pas surtout. Ouais, il n'y en a pas pour l'instant. Ok, très bien. Sur ce tableau, ce deuxième tableau, vous avez les critères de jugement secondaire. Donc, les 5 échelles de mesure autres que je ne connais pas dans le détail du tout. Je vous les montre. Je montre ce tableau parce que d'abord, ça fait partie des résultats, c'est important. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement,
il n'y a pas du tout de différence entre les deux groupes concernant ces critères secondaires qui sont en fait d'autres échelles de mesures fonctionnelles neurologiques. Vous voyez que en termes de fréquence des chutes et en termes d'activité musculaire, de développement de force sur le vélo, qui sont les deux avant-dernières lignes, il n'y a pas de différence entre patients OMEV et ceux qui ont le placebo. Néanmoins, donc il n'y a pas de différence significative, hein, puisque vous avez le petit p qui est au bout de la ligne qui est égal à 0,30. Alors, deux commentaires là-dessus. Ce n'est pas des commentaires, parce qu'en lecture critique, les commentaires se font dans la discussion, mais de précision. Un petit p à 0,30, ça veut dire, pour le traduire, alors c'est ce qu'on appelle l'erreur alpha, ça veut dire que si vous affirmez que 8 chutes, si on prend les gens qui sont sous placebo, 8 chutes, c'est différent de 3 chutes pour ceux qui ont l'OMEV, eh bien, vous avez 30% de chance de vous tromper. On vous dit qu'il y a une différence significative. Or, en médecine, on ne veut pas 30% de chance de se tromper, en fait. On est tous d'accord qu'en médecine, globalement, on veut des erreurs alpha inférieures ou égales à 0,05, c'est-à-dire 5% de chance de se tromper. C'est d'ailleurs pour ça que la médecine, il y a plein d'autres raisons, mais ce n'est pas une science exacte, parce qu'en fait, comme on fait de la comparaison entre patients, euh, comparaison des paraisons, et on a cette erreur alpha qui existe dans tous les travaux comparatifs. Alors, quand le petit p est inférieur à 0,01 au millième, on est très content, mais quand elle est à 0,05, c'est-à-dire au début de la significativité, eh bien, on prend le résultat comme étant significativement différent, mais ça laisse 5% de chance de se tromper quand on dit que c'est différent, que c'est lié à un médicament, par exemple. Alors ça, c'est le premier point que je voulais préciser, c'est qu'est-ce que c'est que cette petit p à 0,30, et c'est ce qu'on appelle l'erreur alpha. Et la deuxième chose que je voulais préciser, c'était que, la différence dans le groupe placebo qui a en médiane 8,5 chutes, alors que dans le groupe OMED, c'est 3,0, donc c'est 2 fois moins, hein, c'est même plus que 2 fois moins. S'il n'y a pas de différence, c'est aussi parce que vous avez un nombre de patients inclus qui est faible. Alors peut-être qu'en incluant plus de patients, on aurait montré définitivement la différence, mais peut-être pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où vous avez peu de patients inclus, il faut une grande différence entre deux groupes pour qu'elle devienne significative. À l'inverse, quand vous incluez plein de patients, une différence qui est moins importante peut devenir significative. Et que vous voyez que la différence concernant l'autonomie, elle est faiblarde, hein, parce que le petit p, la valeur alpha est à 0,04, c'est-à-dire que si on dit que c'est très différent, enfin que c'est différent, on a quand même encore 4% de chance de se tromper. Euh, alors, les auteurs dissèquent un petit peu, si je peux me permettre l'expression, ce qui se passe chez les patients, en tout cas leur impression aussi. Et donc, vous voyez, en termes de impression d'amélioration ou d'aggravation, les chiffres sont globalement en faveur de l'OMER, et notamment quand on utilise le score mFARS. Et c'est le seul, de toute façon, qu'il faut discuter réellement, puisque c'est le critère de jugement principal, et c'est sur lui que repose toute la méthodologie et les résultats. Donc, si on lit un peu dans le détail, euh, avoir la sensation de s'améliorer, c'est 47% des gens qui vont sous MEV, contre 27% des gens qui ont placebo. Et d'avoir l'impression de s'aggraver, c'est 21% des gens sous OMEV et c'est 44% des patients sous placebo. Puisqu'il y a un effet placebo, l'impression ressentie est bien entendu intéressante à connaître. Alors là, on aborde le tableau qui fait l'état des effets secondaires du médicament du placebo. Et vous voyez que d'emblée, est-ce que
Combien de patients ont eu au moins un effet secondaire, quel qu'il soit? Eh bien, c'est 100% des gens, 100% des inclus. 100% en groupe placebo, 100% en groupe OMEV. Mais si vous regardez là où commence à se différencier les choses, ça sera pour la ligne nausée. Vous avez 4% groupe 14% pardon, groupe placebo et 33% dans le groupe OMEV. La sensation de fatigue, c'est presque du simple double, c'est 14% versus 22%. Et puis, pour les aspects gastro-intestinaux et hépatiques, la différence est importante, puisque la diarrhée, c'est 10% versus 20%, un peu double. Les douleurs abdominales, 6% versus 22%. Et puis, un marqueur, entre guillemets, de souffrance hépatique, on pourrait parler d'hépatite médicamenteuse, c'est 2% dans le groupe placebo versus 22% dans le groupe OMEV. Donc ça, c'est bien entendu des notions importantes à avoir en tête. S'il se passe quelque chose en termes d'intolérance, a priori, c'est avant tout euh, une intolérance gastrique et potentiellement hépatique. Bon, il n'y a pas que les... Donc, il y a deux marqueurs classiques de lyse des hépatocytes, de la cellule du foie, des cellules du foie. C'est les alates et les acates, et dans les deux cas, c'est augmenté. Alors, dans les effets recherchés, les effets potentiellement délétères, il y a aussi les effets cardiologiques. Et là, on ne voit pas de différence parce que les effectifs sont tout petits, hein, en termes d'événements mesurés. Par contre, on peut être interpellé, mais je fais que lire le tableau comme vous. Les patients, les incidents notés, notamment cardiologiques, sont avant tout observés dans le groupe de patients qui reçoit l'OMS. Donc, si vous partez depuis le bas, la tachycardie ventriculaire, en fait, alors, vous savez que le cœur reçoit son onde électrique. Le cœur, c'est une pompe, hein, une pompe avec un système électrique. Et, et l'influx nerveux, l'influx électrique part des sinus qui sont au niveau des oreillettes, donc la partie supérieure du cœur, pour descendre dans les ventricules. Alors là, vous avez une tachycardie ventriculaire, ça veut dire que l'électricité du cœur s'est autonomisée dans le ventricule, ce qui n'est jamais une bonne chose. Qui, pour le coup, est une tachycardie provenant de la zone de stimulation normale du cœur, hein, qui est dans ce qu'on appelle le sinus au niveau de l'oreillette. Les palpitations, c'est la sensation d'avoir le cœur qui bat vite ou qui bat parfois irrégulièrement. Je remonte toujours les items, les douleurs thoraciques non cardiaques, c'est encore présent dans le groupe OMEV. Et puis, vous avez des choses plus anecdotiques sur lesquelles je ne vais pas revenir. Vous avez par exemple, la troisième ligne, c'est fracture du coude. Alors, si vous allez me dire quel rapport avec tout ça, bien entendu, a priori, il n'y a pas de rapport, hein, c'est ce qu'on appelle un accident de la vie domestique. Enfin, j'imagine comme ça. Mais bien entendu, tout événement, ça fait partie des règles méthodologiques, pharmacologiques, hein, tout événement, quel qu'il soit, doit être répertorié. C'est-à-dire, si vous avez un accident de voiture, si vous donnez des dépressifs, tout est répertorié parce que potentiellement, on pourrait imaginer que l'accident de voiture, c'est par somnolence induite par le traitement. Et donc, tout est répertorié, y compris les accidents de la vie domestique. Et simplement, ce que je voulais vous montrer dans ce tableau, c'est que les événements cardiaques sont plutôt dans le groupe OMEV, mais bien entendu, ils sont trop rares pour dire que c'est vraiment l'OMEV qui est en cause, puisque globalement, ces patients ont potentiellement un problème cardiaque. Alors, les auteurs ont insisté sur la potentielle hépatotoxicité, donc la toxicité du foie, et vous avez sur ces deux diagrammes les deux marqueurs dont j'ai parlé, hein, les transaminases du foie, qui sont augmentés manifestement par rapport à baseline, c'est-à-dire avant l'introduction de traitement, augmentés essentiellement sous OMEV comparativement au placebo. Ceci dit, quand vous regardez, mais puisqu'on est sur le schéma, je vous le dis tout de suite, les augmentations sont, on peut les qualifier de mineures.
puisque globalement, vous avez des augmentations par rapport à la valeur de base de 30 unités euh, par litre de transaminase, unité internationale. Et il faut imaginer que quand on a une hépatite chronique, un certain nombre de patients, entre guillemets, tournent pendant 15 ans avec 400, 500, 600 transaminases. Donc, c'est un niveau de toxicité hépatique qu'on pourrait qualifier de faible. Donc, analyse des résultats. La conclusion en première intention à la lecture des résultats, c'est que l'OMEV est associé à une baisse significative de l'échelle neurologique mFARS à S48, comparativement à un placebo, dans une population de patients capables de réaliser un test d'effort maximal sur le vélo, sachant qu'à de base, ils sont ambulatoires. Donc sur cette base-là, puisqu'il y a une différence statistiquement significative de la cinétique des valeurs de mFARS dans le temps, on avait une première preuve d'un impact favorable sur le déficit neurologique dans la maladie lié à ce médicament. Alors, euh, ce premier résultat a été obtenu l'expérience médicale et thérapeutique, d'accord? Ils ont voulu, alors, les patients, très souvent, hein, quand ils sont inclus dans un protocole, on propose aux gens, notamment si les résultats sont favorables, bien entendu, hein, de poursuivre le traitement une fois sorti de l'essai, en fait. Un des avantages potentiels de participer à un travail, c'est qu'on on peut avoir accès à la molécule à partir du moment où on a été traité, ce qui est au plan éthique absolument, absolument normal. Et en fait, il y a une autre étude qui est sortie après celle-ci, où ils ont continué à suivre ces patients qui étaient traités en ouvert, donc tout le monde a bien conscience qu'ils prennent la nouvelle molécule, donc le MEV, et ils ont été comparés, ces patients-là qui prenaient le MEV sur une durée complémentaire d'un an et demi, à une cohorte de patients non traités, théoriques, enfin connus, pas théoriques, inconnus, mais qui n'ont pas été comparés dans le même travail, en fait. Une comparaison avec Saboto sur des données publiées par ailleurs. Et effectivement, dans cette cohorte de patients non traités, a priori comparable à celle qui a bénéficié de l'OMEV, eh bien, le bénéfice de l'OMEV continue sur 3 ans, puisque dans la cohorte théorique, on voit une diminution des capacités neurologiques. Donc, ce qu'on appelle l'étude d'extension, MOXIE extension, extension au-delà de l'essai comparatif, est basée sur une méthodologie assez inhabituelle de comparaison à une cohorte existante, mais une comparaison qui est basée aussi sur le fait que le patient est faible et au bout du compte, euh, dans les clous méthodologiques à chaque fois, ça paraît parfois un, un espoir assez vain. Alors, la diapo, celle-là, c'est une discussion en fait. Ce n'est plus issu du travail sur le MEV directement, mais la discussion elle porte sur l'efficacité. Donc, ce qui est observé dans l'étude MOXIE, c'est une baisse de 2,5 points sur l'échelle mFARS à 48 semaines, sachant que c'est une baisse, hein, donc c'est une amélioration potentielle, et que les autres patients qui sont sous placebo, eux, ont une augmentation. Donc c'est l'écart qui devient significatif, d'accord? Alors, euh, David Lynch, est le premier auteur de l'étude MOXIE, et il avait publié dans un papier, vous voyez, il y a 12 ans, euh, un papier aussi où il évaluait une autre thérapeutique, peu importe. Il faisait à un mois d'intervalle, avant l'initiation du traitement qu'il voulait évaluer, deux échelles
mFARS chez les mêmes patients, à un mois d'intervalle. D'accord. Oui, pardon, FARS, c'est avant que ça soit modifié. Et alors, je vous attire votre attention que donc chaque point représente un patient qui a eu deux mesures. Si vous regardez ce premier patient là, qui a finalement celui qui aurait le moins d'impact négatif neurologique de sa maladie, bien, vous voyez que à la première mesure, si on considère que la première mesure, c'est l'abscisse, il est plutôt un peu supérieur à 20. Et vous voyez que la deuxième mesure chez ce même patient qui sera donc en ordonnée, il est plutôt supérieur à 30 en fait. Ce qui laisse entendre que le farce calculé chez le même patient à un mois d'intervalle dont on n'imagine pas que la maladie bouge beaucoup, donne des résultats potentiellement assez différents, potentiellement donc de 7-8 points. Si vous prenez ce patient-là, en abscisse, sa première mesure farce, il est à environ 50. La deuxième, il est plutôt à 55, 57 peut-être. Et puis quand vous prenez un autre patient au hasard, hein, je n'ai pas beaucoup cherché, première mesure pour ce patient, il est proche de 80, alors que la deuxième mesure est proche de 70. Donc les écarts sont vraiment importants, en tout cas supérieurs de 2,5 points. Et donc il faut relativiser peut-être cette baisse de 2,5 points de mFARS à 48 semaines. Et il faut surtout garder l'idée que c'est comparativement à un placebo. Le groupe de patients sous placebo continue à monter en termes de HLM farce, donc à se dégrader, alors que ceux qui reçoivent le médicament, il y a une baisse qui est faible, mais c'est une baisse. Et en sécurité, euh, on peut être interpellé par en gros 10% d'événements qui sont qualifiés de graves et 8% qui entraînent un arrêt du traitement. C'est essentiellement les effets cardiologiques, si on l'a bien compris. Alors, néanmoins, quand on voit le peu de données dans ce travail en termes de cardiotoxicité, on peut être étonné des rapports des agences américaines ou même des agences françaises qui proposent un dosage du BNP, le Brain Natriuretic Peptide, qui est un marqueur d'insuffisance cardiaque. Euh, il est effectivement question de prescrire ce médicament quand on a une stabilité de l'activité cardiaque, quand on n'est pas en insuffisance cardiaque congestive évolutive ou en trouble du rythme évolutif. C'est sans doute que les agences tutélaires, hein, la FDA et son équivalent en Europe et en France, ont eu des informations par le laboratoire suggérant qu'il pouvait se passer des choses sous Zomer au plan cardiologique, et donc il y a, entre guillemets, une sélection des patients sur une base, est-ce qu'il y a une cardiopathie évoluée ou évolutive ou pas, et un marqueur simple, relativement classique de la cardiologie, y compris bien entendu en dehors de la FA, c'est la mesure du BNP, du Brain Natriuretic Peptide. Euh, voilà, je termine sur sa dernière diapo, si je ne me trompe pas, c'est l'étude de Moxie Extension. Donc, au-delà de 48 semaines, ce que vous voyez, jusqu'à 144 semaines, c'est une comparaison avec une cohorte, entre guillemets, historique non traitée. Vous voyez que globalement, les écarts entre les deux courbes, entre les deux groupes de patients, pardon, euh, perdurent. Même si à partir de l'extension 96, dans le groupe traité, on a un début de montée de l'échelle phare, ce qui veut dire un début de dégradation, mais elle est moindre que dans le groupe placebo. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai essayé Moi, de j'aurais décrire chaque point, mais, j'ai une question sur le dernier point, mais si tu veux bien, Pierre-Marie. oui, La la dernière dernière diapo diapositive. donc. Là, Ouais, il faut l'afficher, ouais. Moi, c'est quand j'ai lu l'étude, c'est ce qui m'a inquiété le plus. C'est-à-dire qu'au bout de, je dirais, de la semaine 96,
on voit que les deux courbes sont parallèles. Ça voudrait dire que le traitement n'apporte rien par rapport au niveau de dégradation dans le temps, n'apporte rien par rapport au placebo. Qu'est-ce que tu en penses de cette C'est-à-dire que, interprétation? Évidemment, ils ont gagné parce effectivement, qu'ils ont, pendant 96, pendant, je dirais, 2 ans, ils ont bénéficié d'une amélioration. Mais au-delà de la deuxième année, on va dire la troisième année, eh ben, on voit que cette amélioration, elle est conservée, mais la oui, dégradation on- reprend comme s'il y avait traitement ou pas traitement. les deux, c'est l'interprétation que vous faites est exacte. C'est-à-dire que les deux courbes sont parallèles, ce qui veut dire que l'histoire, je caricature un peu, l'histoire naturelle de la maladie reprend son cours, traitement ou pas traitement. Et attends, juste dans une maladie évolutive, 3 ans, on est tous d'accord que c'est beaucoup, hein. On vous entend pas. J'entends pas, Patricia. On n'a pas choisi de faire l'analyse de Moxie Extension qui nécessiterait 1 heure rien que pour elle. Et, par contre, dans Moxie Extension, ils évoquent quand même un facteur confondant, c'est qu'ils ont tous attrapé le Covid quasiment. Et je ne sais plus quelle semaine c'est, mais ils le disent. Mais petit à petit, ils ont tous attrapé le Covid et ils se sont tous dégradés à ce moment-là et ça a impacté sur les résultats. Je ne sais pas si c'est quand les points se regroupent ou quand ça se dégrade après, mais ça correspond à cette vague de Covid qui a quand même été problématique pour les patients avec une maladie neurologique. Voilà. Il l'explique et il donne des taux de patients infectés. Oui, il y a alors l'autre point sur lequel on peut, entre guillemets, s'inquiéter de cette courbe, c'est que quand, je ne sais pas pourquoi, il y a eu ce qu'on appelle un washout, c'est-à-dire que les patients sous OMEV ont arrêté l'OMEV à la S48 pour le reprendre je crois, 1 mois ou 2 mois plus tard. On voit que l'échelle mFARS revient à la ligne de base, en fait. C'est-à-dire le gain de 48 semaines de prise de médicaments est perdu en 2 mois. Pardon, On arrête. Ouais. 4 semaines. Alors, est-ce que c'est un mauvais coup du hasard? Sur, sur 1 mois, il peut se passer plein de choses. Ou est-ce que réellement, il y a un arrêt, entre guillemets, qu'il faudrait absolument éviter? C'est une vraie question. Voilà. En tout cas, moi, ça me laisse Moi, interrogatif, je hein. voudrais faire un commentaire s'il y a des questions. Euh, et si je peux me permettre, il y avait une deuxième question. Donc, c'est en lien à la première que j'ai voulu poser Je tout vous à en prie, je l'heure vous en sur prie. le mFARS, le niveau de mFARS par rapport à Sarah. On a vu que les gens qui ont suivi l'extension MOXIE étaient des gens qui étaient relativement fortement touchés par la taxi de Friedreich. Et aujourd'hui, on commence à voir les gens à qui on donne enfin le Skyclarys. Ce sont pour ceux qui en ont parlé, des ataxiques tardifs, donc avec on va dire, des niveaux de répétition GA qui va être inférieur à 300 pour les tardifs, hein. Donc, je suis surpris, en fait. Du coup, ces gens-là qui vont recevoir le traitement n'ont pas, on ne sait pas à quoi s'attendre dans ces cas-là, parce qu'il n'y a pas eu d'études cliniques pour cette tranche de patients. Mais vous, vous posez de très très bonnes questions, hein. C'est pour ça que la phrase qui résume, enfin, la phrase de conclusion, c'est une diminution de mFARS comparativement au placebo pour la population étudiée, c'est-à-dire des gens qui sont entre 20 et 40 mFARS qui sont ambulatoires. Est-ce que
Est-ce que je caricature pas, hein, vous avez un adulte qui est malade entre 20 et 40 de MFARS. Bon, bah, il démarre le traitement. Vous avez un petit frère ou une petite sœur qui est détecté parce que, il y a 3 fois rien de signes et qui est positif. Est-ce qu'il faut lui donner le traitement? La réponse ben, on l'a pas. Et d'ailleurs, à notre connaissance, la FDA comme l'agence européenne démarre ou va démarrer. J'ai entendu qu'il y a des patients en milieu pédiatrique. Donc, ils sont en Mais là, dehors de cette si population on est étudiée. avec cette clientèle, enfin, cette patientèle jeunes, en fait, mais, ils vont rentrer, on sait à quoi s'attendre parce qu'ils sont dans la tranche de GA, d'expansion GA qui a été étudiée. Et la question que je portais, donc, c'est sur les ataxies tardives dont les évolutions sont plus lentes. Oui, Et on se demande, enfin, moi, je suis oui, tardif, hein, et donc je me demande vraiment, est-ce que on peut attendre quelque chose de ce médicament pour les raisons que j'explique, et puis surtout par rapport à cette fin de courbe qu'on a vue et qui m'inquiète, parce que si au bout de 2 ans, finalement, l'évolution est la même, je ne vois pas pourquoi on irait prendre ce médicament. Voilà, alors c'est... j'ai pris l'exemple de pédiatrie parce que bah, c'est un travail qui va commencer, mais la question est vous la reformulez très bien pour ceux qui démarrent la maladie tardivement. Est-ce que le bénéfice y est semblable ou pas du tout? Ou, bah, on ne sait pas. C'est vraiment une très bonne question et bien entendu que le fonctionnement médical au quotidien, c'est de dire bah, il n'y a pas de raison si on a ça dans une population entre 20 et 40 ans de voir la même chose, le même genre de résultat passer 60. Ouais, je pense hein, de toute façon que la vraie vie, de toute façon c'est tout l'intérêt de ce que va sans doute faire et les centres de référence, hein, le centre de référence et les centres associés, c'est d'étudier la molécule dans la vraie vie. Parce que bien entendu, il peut y avoir des écarts assez notables entre la vie d'une molécule dans un protocole et puis la vie d'une molécule dans la vraie vie, c'est-à-dire où il y a des patients un peu hétérogènes, d'un peu toutes les tranches d'âge, pour peu qu'on reste dans l'AMM, etc., etc. Donc, bien sûr que l'usage du produit dans la vraie vie soit étudié de la manière la plus sérieuse possible et plus exhaustive possible. Et en ce sens, alors, là, pour le coup, je me mouille un petit peu en tant que membre du CA, ça serait vraiment, si nous, on doit pouvoir aider à quelque chose, c'est justement que cette évaluation dans la vraie vie, avec le maximum de patients à traiter, soit effectivement faite. Pour répondre à ce genre de questions, est-ce que si je suis quelqu'un qui démarre tardivement la maladie, est-ce que j'ai un intérêt à le prendre? Enfin, comme tu l'as dit aussi, Pierre-Marie, l'effectif total, c'était 100 personnes, 50 placebos. Enfin, c'est sûr que c'est pas C'est tout beaucoup. petit, Après, hein. c'est classique C'est dans tout voilà, dans les petit. maladies rares, c'est vrai. Tout petit. Je voulais juste faire un petit commentaire sur les événements indésirables dont Pierre-Marie a parlé. Vous m'entendez? Il Oui, a évoqué le fait que le BNP n'était pas décrit dans l'article MOXIE et que c'est apparu dans les caractéristiques du produit avec la mise sur le marché, enfin l'autorisation précoce. Et donc, on est allé regarder ce qui était écrit dans le résumé de caractéristiques du produit, tel que vous pouvez le trouver en ligne. Donc, ce sont des données complémentaires que le laboratoire a dû fournir à la demande, j'imagine, de la FDA, etc. Donc, le BNP, donc, qui est un marqueur d'insuffisance cardiaque, était dit augmenté de 100 points, et c'est assez minime. Pour 14% des patients, était augmenté de 200 points, c'est significatif, mais c'est pour 4% des patients. Et il disait que dans la population étudiée, donc la population de l'étude cette augmentation de BNP n'avait pas été rapportée à un événement cardiaque type insuffisance cardiaque aiguë. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est pour vous dire ce qu'on trouve, et c'est assez bref, dans le résumé de caractéristiques du produit,
qui précise un petit peu cette histoire de BNP qu'on ne trouve pas dans l'article de façon surprenante. Alors, si je peux me permettre de compléter le commentaire de Patricia, en BNP, globalement, hein, peu importe l'unité, enfin, à ma connaissance, si je me souviens bien, c'est en picogramme par ml, mais peu importe, on s'en fiche. Moins de 100, tout va bien au plan carré. Aux alentours de 200, il y a peut-être un problème, notamment sans doute renforcer le traitement. Donc, ça, c'est des données qui sont anciennes, hein, alors, issues de l'étude des adultes avec insuffisance cardiaque congestive, hein, donc cadre aussi nosologique assez précis. Mais pour le coup, c'est un bon marqueur de la qualité du traitement apporté et de son efficacité. Moins de 100, il ne se passe rien au plan cardiaque. À 200, tiens, il se passe peut-être quelque chose. À 300, il faut peut-être s'en préoccuper. Voilà. Donc, dans le groupe MOXIE, c'était 4% qui passent à 200 de BNP. Mais sans insuffisance cardiaque échographique. Voilà. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, mais on Il y avait Solange qui avait une question à Pierre-Marie et Patricia. Solange, tu veux poser la question? Oui, bonsoir. Je sais pas si vous me comprenez. Oui, très Donc, bien. ça fera 8 jours demain que je prends le Scaclaris. Et donc, je devais intégrer depuis quelques mois le programme Pampero à Henri-Gabriel à Saint-Gilles-Laval. Et comme je prends le Scaclaris, du coup, je ne peux pas faire partie de cette étude parce qu'ils ne sauront pas si l'amélioration viendrait de la rééducation intensive ou du traitement. Donc, il m'a dit que du coup, je ne suis pas retenue pour l'étude, mais que si je voulais faire de la rééducation intensive, il me prendrait euh, sans l'étude, quoi. Mais il voudrait savoir quand même si par rapport au fait que je prends le Skyclaris, si je pourrais quand même faire de la rééducation intensive ou si ça fausserait les résultats de Skyclaris. Je vais répondre enfin, si je peux me permettre, hein, je vais répondre par les données de l'étude hein, que j'ai montré. En fait, il y avait un test à l'effort sur le vélo statique, hein, je vous l'ai dit. Vélo statique, parce que quand on a un trouble de l'équilibre, c'est pas génial de faire un vélo qui bouge. Euh, et il n'y avait pas de différence entre les deux. Ce qui veut dire que ni votre capacité à l'effort est augmentée, ni votre capacité à l'effort n'est diminuée. Et donc, ce qui veut dire que le Skycast n'intervenant pas là-dedans, si vous améliorez de votre résistance à l'effort, ça sera plutôt envisagé comme étant lié à votre rééducation, si je réponds à votre question. Donc, je Alors, c'est peux sur un paramètre, hein, on ne va pas non plus. Mais il y a pas d'argument pour dire que une rééducation intensive pourrait vous aggraver parce que vous êtes sous Skycaris. C'est ça la question. Non, Si je peux me permettre, j'avais une autre question, Pierre-Marie. Quand on voit la notice du Sky Clarisse ou les papiers du HAS, la Haute Autorité de Santé, moi j'étais un peu refroidi par la liste des effets indésirables qui n'étaient pas négligeables, quoi. Alors, j'aurais voulu avoir votre interprétation sur cette liste-là, si c'est, on va dire, normal ou si c'était plutôt classé avec des effets secondaires plutôt plus importants qu'un médicament classique. Mhm. Ou moi, sur le. alors, moi, enfin, c'est le job des autorités de tutelle de tout écrire. Je l'ai un peu évoqué ce qui a été dit sur l'hépatotoxicité, la toxicité hépatique me paraît surdimensionné, quoi, parce qu'on voit d'abord, c'est extrêmement fréquent avec plein de médicaments.
y compris en vente libre d'ailleurs, hein. Excusez-moi de le dire, hein, mais les anti-inflammatoires non stéroïdiens, type Felden, ibuprofène, etc., c'est en vente libre et pourtant c'est franchement hépatotoxique. Mhm. Et puis c'est franchement dangereux par ailleurs, mais ça n'empêche pas que ce soit en vente libre. Donc ce qui est publié sur Skyclaris est vraiment plutôt mineur. Et puis surtout, l'histoire de l'arrivée de ce médicament, de la recherche pharmacologique sur ce médicament, ça a donné lieu à des études antérieures de pharmacotoxicité. On était à des concentrations, des posologies beaucoup, beaucoup plus importantes et où on est plutôt rassuré en termes effectivement d'hépatotoxicité ou de toxicité autre en fait. Vous le savez peut-être, avant de passer à l'humain, quand on est au début de la description des médicaments et de leur rôle potentiel, il y a de la toxicité cellulaire, bien entendu, qui est étudiée. Il y a la toxicité chez l'animal. Il y a ce qu'on appelle la dose létale 50, c'est-à-dire une dose qui tue 50% des animaux étudiés. Et les rapports sont de 1 pour 10 000, en fait. Je ne sais pas si je sais. Alors, bien entendu, je parle de létalité de l'animal. On ne veut pas du tout de létalité chez l'humain, hein. Mais je veux dire, les rapports sont vraiment, vraiment importants. Et donc, on est globalement, sauf méchante surprise, justement, à l'échelle d'une grande population, on est potentiellement avec une molécule qui est plutôt peu toxique. Mais il n'y a que l'étude dans la vraie vie qui nous dira si effectivement c'est le cas ou s'il y a une alerte. Peut-être que l'alerte sera sur le pancréas et pas le foie, ou elle sera vraiment sur le cœur. Enfin, vous voyez, le fait d'ouvrir, entre guillemets, beaucoup plus largement les indications et les prescriptions et les durées de traitement va peut-être nous amener à découvrir d'autres choses. Oui, je Donc, pense que c'est aussi pour ça que les gens prennent des précautions, parce que voilà, comme dans l'étude, on a testé que 100 personnes. Donc, d'accord. effectivement, tout ça, il y a plein de choses qui ont probablement sont passées à côté de l'étude parce qu'on n'a pas tout testé. Donc, c'est Ouais, ça aussi, je pense, l'idée de cet accès précoce-là. tout à fait. Et si vous voulez, l'étude à la vraie vie que veulent faire les neurologues, d'abord, elle est scientifiquement et médicalement absolument justifiée. Et dites-vous que des médicaments qui ont passé de manière absolument bien contrôlée toutes les étapes d'arrivée sur le marché, hein. Moi, c'est plutôt l'antibiothérapie. Je peux vous citer des molécules qui ont aucune toxicité n'est apparue dans les études de Princeps. Et une fois sur le marché, c'était une catastrophe. Ils ont été retirés au bout de 6 mois. Et 30 000 patients, bah, on n'a pas les mêmes résultats. Et donc oui, oui, l'étude de la vraie vie est fondamentale. Et dans les signaux actuels, il n'y a aucun signal inquiétant. Voilà. Au niveau de la FAF, vous êtes en lien avec l'autorité de santé pour la mise. La question que je voulais poser, c'est dans cette pré-mise sur le marché, combien de patients en France vont recevoir le Skyclarys? Quel est le nombre à peu près ciblé? Enfin, on va laisser Stéphane répondre, mais il y a Ouais, laisse répondre Stéphane, alors. Non, non, enfin, j'ai pas vraiment de réponse. Je dirais autant de patients que que le réseau peut absorber. Il y a pas de limite, quoi. Après, ça dépend, comme on a mis dans les communiqués, la capacité des centres à recevoir les patients, à faire l'étude, à donner le Skyclarys. Mais il n'y a pas de, enfin, en tout cas, on n'a pas entendu. Enfin, il y a pas de limite supérieure. Plus il y aura de monde qui l'auront partout en France, et mieux ce sera. Donc il y a pas vraiment de limite. Après, comme on sait, voilà, dans les centres, il y a des questions de capacité, de combien de rendez-vous on peut faire pour des nouveaux, pour les rendez-vous de suivi, etc. Parce que vous savez que voilà, il y a un suivi tous les 3 mois. Donc là, le point important, c'est la capacité des centres à voir des patients, à faire à donner les prescriptions et à faire les suivis. Mais il n'y a pas de limite. Et là, comme disait Pierre-Marie,
là on teste dans la vraie vie, donc plus il y aura de personnes, et mieux ce sera à la fois pour les gens qui le prennent, et puis aussi pour pouvoir donner une vue plus importante pour les autorités de santé. Moi, j'ai une question. Non, il y a- Euh, moi, parce Allô. que actuellement, je prends de l'ibédédone. Est-ce que j'arrête de le prendre ou pas si je prends le ce qu'il y a avec Clarisse? Dans tous les cas, peut-être ce que je peux dire, c'est que c'est la décision, je pense, elle revient à votre au neurologue qui vous suit. Euh, après, on sait qu'en France, il y a une bonne partie des patients qui prennent de l'idépénone. On sait aussi que c'est assez controversé. Et donc, il y a évidemment des gens qui prennent le Skyclarys, qui prennent aussi de l'idépénone. En tout cas, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de points d'attention particuliers par rapport à l'idépénone. Après, à la fin, c'est vraiment des choses à voir avec votre neurologue, qui doit avoir une vue d'ensemble de vous. Mais en tout cas, d'après ce qu'on a compris, pour l'instant, c'est pas forcément une contre-indication. Dès que vous prenez de l'idépénone, vous pouvez pas avoir le Skyclarys. Parce qu'il y avait une question sur est-ce qu'il y a un retour des utilisateurs aux USA. Donc je pense qu'il y en a aussi parmi nous qui font partie des réseaux. Donc il y a enfin je vois que Tony il hoche la tête. Ouais. Oui, donc aux USA ils l'utilisent depuis plus longtemps que nous, hein, parce qu'ils ont commencé en milieu d'année dernière. Je pense que ce qu'on retrouve dans les retours, ça rejoint le fait que la maladie, elle est vraiment, enfin, que les symptômes, les effets sont vraiment individuels. Il y a des choses très bien, il y a des choses moyennes, il y a des effets secondaires. Enfin, je sais pas si on peut faire un retour comme ça, objectif et exhaustif de ce qu'on peut en penser. Globalement, effectivement, ce qu'on voit, c'est que les gens constatent quelques améliorations. Il y en a aussi qui disent qu'ils ont eu trop d'effets secondaires, qu'ils ont arrêté. Il y a un peu de tout globalement, évidemment. Enfin, je trouve que ça reflète quand même les résultats de l'étude, où certains ont constaté des améliorations et d'autres moins. Et parmi les améliorations qu'on a pu constater, il y a eu aussi quelques mentions d'amélioration, par exemple sur la capacité à articuler ou sur la fatigue. Mais je pense encore une fois, je pense pas qu'on ait encore de retour vraiment statistique, objectif et exhaustif de qu'est-ce que ça donne en vie réelle, quoi. J'en profite alors. L'exercice de lecture d'articles, donc de décortiquer un article scientifique, on va le proposer à plusieurs reprises, si ça vous dit toujours. Donc, il y a des choix d'articles qui vous seront proposés par rapport aux actualités, mais les choix pourraient être vastes. Donc, n'hésitez pas à écrire à la FAF, en particulier au groupe recherche. Vous avez le mail qui a été mis à plein d'endroits, dont dans la revue, pour dire j'aimerais bien tel sujet, est-ce qu'il y aurait un article scientifique sur ce sujet-là? Et à ce moment-là, nous, on ira chercher s'il y en a un, et s'il y en a un, on peut le décortiquer et le proposer en lecture critique d'articles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous propose, parce que les articles scientifiques sont souvent en anglais. Dans certains cas, ils sont pas toujours accessibles. C'était pas le cas de l'étude Boxy, c'était ce qu'on appelle en open access, c'est-à-dire qu'on pouvait y accéder gratuitement, mais parfois il faut payer pour l'avoir, donc c'est pas toujours facile. Donc nous, notre travail, c'est effectivement d'aller lire le plus possible d'articles scientifiques et dans certains cas, de faire de l'explication de texte, comme dirait Madeleine, et en français, d'essayer de le rendre compréhensible et de l'analyser pour tous mieux comprendre et partager une espèce de culture commune par rapport à ce qui se dit. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, je vous invite, si vous avez des sujets qui vous intéressent, à nous écrire pour nous solliciter pour qu'on travaille sur tel ou tel sujet. Merci en tout cas à tous les